Chapitre 7. Indicateurs de suivi et aspects juridiques. Premier point, les risques des projets. Alors il y a deux types de risques. Les risques génériques qui concernent tous les projets et les risques spécifiques qui sont propres à chaque projet. Alors pour bien cerner ces risques, tu dois être super précis. Tu dois expliquer d'où vient le risque et quel contexte pourrait le faire apparaître, ainsi que les conséquences et les impacts que ça aurait sur le projet. Disons que tu gères un projet de création d'une application mobile. Un risque générique, ça pourrait être une faille de sécurité liée à l'App Store qui impacte toutes les applications mobiles. Un risque spécifique, ça pourrait être lié à la complexité du code que tu utilises pour ton application, qui pourrait causer des bugs imprévus par exemple. Si tu ne cibles pas bien ces risques, ton application, elle pourrait être vulnérable aux cyberattaques ou ne pas fonctionner correctement pour les utilisateurs. Chaque risque doit être évalué en fonction de son impact et de sa probabilité. Ça te donnera une matrice des risques où la criticité d'un risque est calculée en multipliant sa probabilité par sa gravité. Bon, en clair, si ton application mobile risque d'avoir un bug majeur, donc très grave, mais que c'est très peu probable, c'est moins critique qu'un petit bug fréquent, moins grave, mais très probable. Imaginons que tu développes une application de gestion de budget. Un risque pourrait être que l'appli elle plante lorsque l'utilisateur il ajoute une dépense. Si ce bug il est fréquent, même si c'est pas très grave, il devient très critique parce qu'il affecte beaucoup d'utilisateurs souvent. Pour prévenir les risques, tu peux soit limiter les probabilités d'occurrence, soit réduire leur impact. Tu dois construire un plan de prévention où tu indiques toutes les parades possibles. Disons que tu développes une application de livraison de repas. Si tu sais que les livreurs peuvent rencontrer des retards à cause du trafic, tu pourrais intégrer une fonctionnalité qui avertit les utilisateurs des délais estimés, donc limiter l'impact, et mettre en place des itinéraires alternatifs pour les livreurs, donc limiter la probabilité. La criticité des risques, c'est-à-dire la manière d'évaluer à quel point un risque peut impacter un projet ou une activité, peut évoluer. Et de nouveaux risques peuvent apparaître si le projet ou l'environnement change. Donc à chaque réunion d'étape, il va falloir que tu revoies le plan de prévention. On va dire que tu travailles sur un projet de plateforme e-commerce. Et bien au début, le principal risque, c'est un problème de paiement en ligne. Mais si à mi-parcours, un nouveau concurrent entre sur le marché avec une fonctionnalité innovante, tu dois mettre à jour ton plan pour inclure ce nouveau risque de perte de part de marché. Ton plan de prévention, il doit rassembler tous les éléments de ton analyse. Le risque, la probabilité, sa gravité, sa criticité, le responsable, les actions prévues en prévention et les actions en réparation pour solutionner le risque. Disons que tu développes une application de réservation de voyage. Ton plan de prévention, ça peut inclure des mesures pour gérer les pannes serveurs. Le responsable, c'est l'équipe IT, les actions, c'est le redémarrage rapide et les sauvegardes régulières. Et les plaintes clients, donc là le responsable c'est le service client et les actions c'est la formation continue et les protocoles de réponse rapide aux clients. Le chef de projet, il doit essayer d'inclure certains risques dans les contrats qu'il fait via des clauses spécifiques. Les contrats concernés incluent le contrat de réalisation du projet, les contrats de sous-traitance qui permettent de déléguer une partie des risques, et les contrats d'assurance où l'assureur couvre une catégorie de risques en échange d'une prime d'assurance. Par exemple, si tu travailles sur un projet de construction d'un immeuble, tu pourrais inclure une clause qui stipule que les retards dus aux intempéries seront couverts par l'assurance ou déléguer certaines tâches à des sous-traitants spécialisés pour réduire ton propre niveau de risque. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris,
aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo, parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, la réalisation du projet. Quand tu dois présenter le projet, tu dois présenter ses finalités et son retour sur investissement possible. Décrire le contexte de l'organisation, les autres projets en cours et les prestations attendues. Énoncer le besoin, les services rendus par le produit pour l'utilisateur final et l'environnement du produit. Bon. Imaginons que tu travailles sur un projet de refonte du site web d'une entreprise. Eh bien, tu présentes le projet en expliquant que le nouveau site vise à augmenter les ventes en ligne et puis à améliorer l'expérience utilisateur. Tu décris le contexte, comme la concurrence en ligne et les technologies utilisées, et puis tu énonces le besoin de l'entreprise, donc par exemple un site plus rapide et plus intuitif pour les clients. Tu dois aussi exprimer le besoin fonctionnellement, en listant les fonctions de service et les contraintes. Ensuite, souligner les critiques d'appréciation et définir les niveaux indispensables et voulus pour évaluer les propositions. Par exemple, si tu conçois une application de fitness, les fonctions de service, elles peuvent inclure le suivi des exercices et les progrès. Et les contraintes, ça peut être la compatibilité avec les différentes marques de montres connectées, par exemple. Les critères d'appréciation, ça pourrait inclure la facilité d'utilisation et la précision des données qui sont collectées. Ensuite, la réalisation du projet, ça correspond au développement de la solution qui est attendue. Le maître d'œuvre, il réalise le projet, tandis que le maître d'ouvrage, il contrôle les productions intermédiaires, donc les étapes. La conception, ça inclut le plan de communication pour le travail collaboratif et la gestion des connaissances avec un tableau de bord de pilotage pour suivre le projet. Tu dois aussi faire des tests pour vérifier la conformité de la solution au cahier des charges. Il y a les tests unitaires pour chaque composant et il y a les tests d'intégration pour les modules, ainsi que des tests pour vérifier l'adéquation entre les fonctions attendues et les spécifications techniques. En clair, on dit que tu développes un logiciel de comptabilité. Dans ce cas-là, tu dois effectuer des tests unitaires pour vérifier que chaque fonctionnalité, comme la génération des factures, fonctionne correctement. Et puis après, tu fais des tests d'intégration pour t'assurer que toutes les fonctionnalités travaillent bien ensemble. Et enfin un test pour valider que le logiciel répond bien aux attentes de tes utilisateurs. Point suivant, l'environnement de travail. Il y a 4 environnements de travail. Le développement, donc la création d'applications, la qualification, c'est les tests des programmes, la formation des utilisateurs, et la production, c'est l'exécution opérationnelle. Bon. Donc, pour ton logiciel de comptabilité, là, eh bien, tu aurais un environnement de développement pour coder l'application, un environnement de qualification pour tester ses fonctionnalités, un environnement de formation pour montrer aux utilisateurs comment est-ce qu'il faut utiliser le logiciel, et enfin, un environnement de production où le logiciel serait utilisé quotidiennement par tes clients. La phase de développement, ça correspond à la mise en service du nouvel applicatif avec un plan de déploiement qui inclut l'accompagnement des utilisateurs et les modalités de conduite du changement. Pour les projets conséquents, un site pilote va être utilisé pour tester la solution en situation réelle avant son déploiement global. Supposons que tu lances une nouvelle plateforme de e-learning, avant de la déployer avec tous ces étudiants, tu pourrais la tester sur un petit groupe d'utilisateurs, donc peut-être par exemple une seule école, pour identifier et corriger les problèmes avant de la lancer à plus grande échelle. Point suivant, la gestion des connaissances. Une donnée, c'est le résultat d'une mesure. Une information, c'est une donnée interprétable, et une connaissance, c'est le produit d'une expérience humaine. Données, informations et connaissances doivent être recueillies sur le plan de formation. Ce dernier, il vise à définir les priorités, à recueillir les besoins et à décider des actions à mener. En clair,
On va dire que tu introduis un nouveau système de gestion documentaire dans une entreprise. Bon, les données, ça peut être les fichiers et documents eux-mêmes. Les informations, ça serait les métadonnées et les catégories associées. Et les connaissances, ça serait les compétences des employés à utiliser efficacement ce système pour leurs tâches quotidiennes. Point suivant, le travail collaboratif et coopératif. Bon, le travail collaboratif, ça implique que des collaborateurs, ils organisent leur travail pour un travail commun, tandis que le travail coopératif, il est fait de manière synchrone. Les outils de communication, d'archivage, de diffusion et de collaboration sont essentiels. Imagine que tu fais partie d'une équipe qui développe un jeu vidéo. Le travail collaboratif, ça consisterait à planifier les différentes étapes du développement ensemble. Alors que le travail coopératif, ça pourrait être une session de codage où tous les membres de l'équipe travaillent simultanément sur le même module de jeu. Point suivant, la gestion de versions. Comme on le disait dans le chapitre 4, tu dois pouvoir revenir à un état antérieur du projet à tout moment et savoir sur quelle version travailler. La gestion des connaissances, c'est fait pour transformer les relations hiérarchiques et construire une intelligence collective pour capitaliser les connaissances de l'entreprise et te donner un avantage concurrentiel. Par exemple, si tu développes une nouvelle fonctionnalité pour une application de réseau social, tu devrais pouvoir revenir à la version précédente du code en cas de problème, et chaque membre de l'équipe doit savoir sur quelle version du code il travaille pour éviter les conflits. Point suivant, le modèle de Nonaka. Alors, le modèle de Nonaka, c'est un professeur de management, il dit que le savoir tacite est enraciné dans l'action et les routines, alors que le savoir explicite, c'est une connaissance codifiée et transmissible. La connaissance, elle est stockée dans les individus, les structures organisationnelles, les pratiques et les procédures standards. Et puis aussi dans la culture de l'organisation. Bon. En clair, imaginons que tu travailles dans une entreprise de conseil. Le savoir tacite serait les compétences et l'expérience que tu as acquises en travaillant sur divers projets, tandis que le savoir explicite serait les documents et les rapports que tu as rédigés et qui peuvent être partagés avec d'autres membres de l'équipe.